Mesdames, Messieurs les maires, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous reprenons aujourd'hui nos travaux en recevant des représentants d'associations d'élus locaux et plus particulièrement Madame Hélène Geoffroy, ancienne ministre, maire de Vaux-en-Velin, coprésidente de la commission politique de la ville et cohésion sociale de l'Association des maires de France, Monsieur Michel Bisson, maire de Lieusaint, vice-président de France Urbaine, Monsieur Harold Huart, maire de Nogent-le-Rotrou, vice-président de l'Association des petites villes de France, Monsieur Philippe Riot, maire de Grigny, vice-président de l'Association Villes et banlieues de France, et Monsieur Goutebel, maire de Murol, vice-président de l'Association des maires ruraux de France. La diversité des villes que vous représentez montre bien que le sujet de la paupérisation des copropriétés touche tous les territoires, des métropoles aux bourgs ruraux, en passant par les banlieues, avec les grands ensembles emblématiques des politiques publiques en la matière. En vue de l'examen du projet de loi qui vient d'être voté sur les copropriétés dégradées, j'avais fait organiser une consultation des maires sur le site du Sénat. L'un des résultats qui nous avait frappés était que près de 60% des répondants aient déclaré avoir une copropriété dégradée sur leur commune et que c'était une priorité pour 2/3 d'entre eux. Dans ce projet de loi, comme vous le savez, puisque plusieurs d'entre vous, et nous vous en remercions, y ont participé, ont eu un impact direct sur le texte final. Il y a eu un certain nombre d'avancées. Vous me direz si elles sont suffisantes pour vous. Mais il nous a semblé qu'au moins 3 volets n'étaient pas assez traités dans ce projet de loi, sans que le temps disponible pour l'examen du texte ne permette d'y remédier. Le premier sujet, la détection. Comment les maires et les pouvoirs publics plus généralement peuvent-ils savoir que telle ou telle copropriété est en train de déraper? Théoriquement, le registre national d'immatriculation des copropriétés devrait être un outil, mais dans la réalité, j'ai l'impression que cela reste très empirique, alors même que l'ANA nous indique que 150 000 copropriétés sont fragiles sur 750 000. Le deuxième sujet, la prévention. Quels outils a-t-on et quels outils devrait-on mettre en place? Il y a le mandataire ad hoc, par exemple, mais cela n'a pour l'instant guère fonctionné et les critères d'alerte liés aux impayés semblent mal calibrés. Enfin, les petites villes et les petites copropriétés n'étaient pas vraiment dans le viseur de ce projet de loi. En réalité, très peu de copropriétés sont concernées par les ORCOD, même si c'est important. Plus généralement, c'est une OPA-RU qui est utilisée avec des moyens plus limités. D'ailleurs, dans nombre de communes pauvres, le manque de moyens rend inenvisageable de s'engager dans une opération de restauration immobilière. Concernant les marchands de sommeil, nous savons aussi qu'il est désormais plus nécessaire d'essayer de les entraver et de les faire condamner que d'alourdir un arsenal de sanctions déjà important. Donc d'appliquer aujourd'hui ce qui est déjà existant. Enfin, sachez que nous recevons après vous le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de Justice et que nous l'interrogerons à nouveau sur la manière dont la police municipale, tout particulièrement, pourrait mieux collaborer avec le procureur pour lutter contre tous ces phénomènes. En fait, mesdames et messieurs les maires, grâce à votre expérience, aidez-nous à être concrets et pragmatiques en poussant la création ou à la mise en œuvre de mesures qui seront vraiment opérationnelles. Sachez également que la commission d'enquête a lancé une consultation citoyenne sur le site internet du Sénat et que celle-ci peut être largement diffusée pour que nos concitoyens et vos administrés s'expriment directement. Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif d'environ 5 minutes chacun, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet et les réseaux sociaux du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous invite à le faire, si vous voulez bien. Madame Geoffroy aussi. Madame Geoffroy. Je jure.
Merci beaucoup. Je crois que tout le monde a, en tout cas, a levé la main droite, en tout cas toutes les personnes présentes. Madame la ministre, encore merci de du temps, en tout cas, que vous nous donnez. Et vous avez donc la parole pour démarrer. Très bien. Madame la Présidente, je salue également vos collègues sénateurs, sénatrices présents et puis mes collègues des différentes associations d'élus. Un mot peut-être pour commencer, pour dire que si ce sujet a évidemment un caractère important, il est particulier pour la ville de Vaux-en-Velin dont je suis maire, puisque vous savez tous que l'une des copropriétés dégradées de ma ville a connu un tragique incendie il y a un peu plus d'1 an désormais, qu'elle était dans le cadre déjà d'un plan d'accompagnement des copropriétés dégradées et qu'évidemment, il n'y a pas, la justice n'a pas encore conclu sur les raisons qui ont amené à ce drame. Malgré tout, nous avons, et donc si nous ne pouvons pas lier les choses aussi directement, évidemment, cela a pu jeter la lumière sur la situation de copropriétaires qui ont pu exprimer aussi leur désarroi sur la façon dont leur copropriété évoluait et sur leurs difficultés quant à inverser cette dégradation. Quelques mots pour essayer de rester dans le temps indiqué. D'abord, la temporalité dans laquelle l'action publique se situe. Elle est toujours un peu longue, mais il est vrai que lorsqu'on en rajoute la complexité de propriétaires privés pour l'intervention de l'action publique, cela rajoute un certain nombre de difficultés. Et j'en veux pour preuve que pour nombre de maires, parfois plusieurs programmes ont pu être mis en œuvre, finalement de tentatives de redressement, mais qui, dans le temps nécessaire pour les mettre en œuvre, n'empêchent pas la dégradation des copropriétés. Donc, le premier enjeu est celui de la temporalité, de la capacité d'action rapide. Ce qui veut dire, et c'est ce qui était la volonté qui voulait être portée, en tout cas que j'ai, au titre de l'AMF et au titre de ce que nous connaissons dans la métropole de Lyon, voulu porter dans la loi la loi qui est proposée, ça a été de se dire d'abord comment la puissance publique, c'est-à-dire maire, préfet, ou interco, qui me semble être le bon niveau d'intervention pour partir à vos premières interrogations, comment ils peuvent devenir celles et ceux qui se saisissent d'une partie de la vie quotidienne de la copropriété, ce qui heurte évidemment tout de suite un droit fondamental qui est celui de la propriété privée. Ça, c'est un premier sujet. Dans l'exemple chez moi, nous avons connu une propriété privée prise en main par un administrateur judiciaire qui s'est révélé défaillant. Hein. Cela est maintenant reconnu. Alors, la suite dira jusqu'à quel point. Et une difficulté réelle d'intervention, que ce soit celle de l'État au titre préfectoral ou celle de la ville ou de la métropole, alors même que les 3 interlocuteurs cités apportait des financements de redressement de la copropriété, une incapacité à peser sur les choix qui étaient faits par l'administrateur judiciaire, parce qu'évidemment, il y a l'indépendance des pouvoirs en France, et donc nous nous sommes retrouvés dans des fonctionnements quasi parallèles. L'autre sujet qui est évidemment d'importance est celui lié aux questions des syndics, au point où il nous semble important de retravailler la question du syndic finalement public lorsque l'on se retrouve dans des dysfonctionnements qui sont majeurs. Et je sens que comme mon temps s'écoule, je vais aller plus rapidement, je reviendrai dans le débat. Et puis arrivent les questions donc, je disais administrateur, les questions, pouvoir d'action, les questions de l'intervention des agences quand on est dans des programmes de renouvellement urbain, ce qui n'est évidemment pas de toutes les villes concernées par les questions de copropriété dégradée, mais c'est les participations des agences et les modes de travaux sur les volets notamment urbains, parce que les règlements et de l'ANA et de l'ANRU sont des règlements qui partagent, les règlements de fonctionnement partagent les types d'interventions,
Et on arrive évidemment à ce qui peut être le cas quand il y a plusieurs interlocuteurs désignés, au moment où tout ne se recoupe pas, ou en tout cas, ça alourdit les difficultés. Je pourrais y revenir là-dessus, évidemment. Et puis peut-être un dernier mot, c'est sur les volets d'accompagnement direct des copropriétaires et les modalités d'alerte. En réalité, l'alerte se fait souvent parce que les copropriétaires viennent trouver les maires, ce que nous avons pu partager au sein de l'AMF. Donc, il n'y a pas de volet d'alerte suffisant des syndics qui existent, qui puissent dire que le conseil syndical dysfonctionne ou que les impayés deviennent trop lourds ou que l'on a trop de propriétaires bailleurs, ce qui parfois peut préfigurer des marchands de sommeil. Donc, on a ces dispositifs-là sur lesquels on est finalement dans la connaissance que peut avoir un maire, ce qui est toujours une bonne chose, de son territoire, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments qui pourraient être mis en avant et qui nous permettraient de mieux anticiper. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les plans de sauvegarde sont des outils qui fonctionnent bien, mais que leur temporalité de mise en œuvre et le temps d'y arriver est très long, et que pour qu'ils fonctionnent bien, ils doivent être de très grande ampleur, en tout cas quand nous sommes arrivés à un niveau de dégradation important, d'où toute l'utilité des alertes et du moment où on doit se dire que la puissance publique doit intervenir avant que les choses ne soient trop dégradées. Voilà, et je vous prie de m'excuser d'avoir un peu dépassé mon temps. Madame la ministre, merci beaucoup. Monsieur Rio ? Oui, merci pour cette invitation et les travaux que vous menez qui, pour les membres de l'association Ville et Banlieue, est extrêmement importante puisque frappée de plein fouet par cette paupérisation et cette crise du logement. Parce que aborder le sujet d'aujourd'hui, c'est bien comprendre que la crise du logement et la crise sociale que nous traversons s'alimentent, s'auto-alimentent, et que une famille en voie de paupérisation qui intègre une copropriété fragile ou dégradée accélère sa paupérisation et fragilise encore plus la copropriété. C'est bien évidemment l'expérience locale, mais décrit et vécue par un ensemble de collègues. Les deux s'auto-alimentent et si je reviens sur la crise du logement, on voit bien que des familles qui n'ont pas accès au logement social, parce que les demandes sont trop importantes, parce qu'on ne construit pas assez, et on connaît ça, enfin voilà, des spécialistes du sujet, donc je ne serai pas très long là-dessus. On voit bien qu'une part de nos concitoyens, n'ayant pas accès, étant vulnérables, et n'ayant pas accès au logement social, eh bien, se retournent vers la copropriété, sont parfois contraints de prendre le statut de copropriétaire, qui est autre chose, qui engage beaucoup d'autres choses parce qu'on rentre dans un système de démocratie à travers la tenue des assemblées générales et son rôle de copropriétaire. Et puis, bien évidemment, dans ces copropriétés, il y a celles et ceux qui, parce que la crise sociale s'accentue, qui ne peuvent même pas rentrer dans le logement social. C'est-à-dire que dans ce pays, que ce soit le logement social ou très social, aujourd'hui exclut beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des systèmes de logement fragiles, voire dégradés. Et donc c'est la raison pour laquelle, fort de notre expérience, on constate qu'il y a une résonance et une auto-alimentation entre crise du logement et paupérisation de la société. Et nous sommes relativement pessimistes sur les années à venir, bien évidemment, parce que la crise du logement va durer et que la question de la paupérisation, on a tous du mal à avoir des perspectives positives de lutte ou de recul de la paupérisation dans notre pays. Une fois ce constat-là, dire que notre pays a su ces 10 dernières années, je pense plus particulièrement ces 5-6 dernières années, a fait un grand pas sur la question des copropriétés à travers un arsenal législatif et réglementaire nouveau dont votre Assemblée a beaucoup travaillé dernièrement, mais aussi à travers une politique d'État beaucoup plus massive. Je parle bien évidemment du plan initiative copropriété. Il y a eu un avant et un après plan initiative copropriété. Et c'est là aussi, dans ce moment-là,
la nécessité d'amplifier les sujets que vous abordez à travers votre commission est très intéressante parce qu'il y a encore, même si encore une fois ces avancées sont très positives, il y a encore quelques petits trous à combler, nous semble-t-il. Quand je dis petits, il y a encore des choses à travailler, notamment sur les thèmes sur lesquels vous nous avez invités à aborder aujourd'hui. Je pense bien évidemment à la détection, la prévention ou la question des petites copropriétés qui se fait jour aussi dans les territoires comme les nôtres. Donc voilà pour les propos introductifs. Merci beaucoup. Monsieur Bisson. Oui, merci, merci Madame la sénatrice, Mesdames les sénatrices. Très heureux aussi que vous ayez mis évidemment ce sujet-là à l'agenda. Je pense que c'est un sujet majeur et qui vraisemblablement s'amplifiera, en tous les cas en termes de constat et donc aussi en termes de moyens dans les années qui viennent, confère ce que vient de dire Philippe, et que le lien entre les politiques de l'habitat, les politiques du logement et ce dont on parle sont évidemment étroitement liés. Je pourrais même rajouter que on constate dans nos villes que autant les difficultés sociales dans l'habitat social, on a, je dirais, les capteurs pour les anticiper, autant dans les copros, on les a beaucoup moins, et quand ils arrivent, c'est déjà évidemment assez tardif, et des fois, évidemment, parfois trop tardif. À l'échelle de France urbaine, nous avons évidemment sondé les agglomérations, enfin en tous les cas les acteurs les plus concernés, et la totalité des répondants, qui ont été nombreux, constatent un accroissement des copropriétés fragiles et dégradées. Ils estiment aussi que l'OPA copro, les plans de sauvegarde sont des outils adaptés à l'accompagnement et au redressement des copropriétés en difficulté. Donc là aussi, Philippe évoquait le fait que des progrès importants avaient été faits. Je crois que nous le partageons. Et peut-être revenir sur les quelques questions que vous avez évoquées en début de propos, Madame la sénatrice, notamment sur la détection, pour vous dire que si le fichier RNIC est utile, précieux, il est encore très largement insuffisant pour devenir un outil d'alerte, puisque sa mise à jour annuelle, dans le meilleur des cas, évidemment, ne permet pas d'avoir des remontées, j'allais dire presque en direct, des syndics. Et donc, c'est un état des lieux actualisé et certes utile, mais insuffisant en tous les cas pour réagir de la manière la plus réactive possible. Dire aussi une alerte donc remontée sur les syndics bénévoles, puisque vous évoquiez les petites copros, petites villes, petites copros, peut-être un peu hors radar. Et c'est vrai que pour certaines d'entre elles, petites copros, il y a voilà, une appétence ou une envie évidemment de diminuer les coûts et donc de faire appel à des syndicats bénévoles, des syndicats Internet comme on peut les appeler, et avec là évidemment un risque accru d'une dégradation accélérée, parce que une gestion, j'allais dire, d'une copro au quotidien par des bénévoles aussi déterminés et impliqués soient-ils, évidemment, ne permet pas forcément de mesurer le risque au moment où il est encore possible de le travailler. Voilà. En termes de solutions, quelques-unes, en tous les cas d'idées, et peut-être d'autres ensuite, sur les dispositifs complémentaires que vous appelez de vos voeux, tout en saluant évidemment d'une part le travail fait et en même temps la loi que vous êtes en train de travailler, qui elle évidemment va nous permettre là aussi d'avancer de manière extrêmement substantielle. Il y a des dispositifs complémentaires qui pourraient être mis en œuvre. Je pense à des dispositifs de préemption acquisitive, de mise en gestion par des bailleurs sociaux via des syndics d'intérêt général. Je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, et puis des programmes d'accompagnement intégrés aux espaces France Rénove aussi, qui nous semblent voilà, des dispositifs complémentaires qui pourraient être assez facilement agrégés.
Vous avez aussi évoqué la question des marchands de sommeil, et là aussi des procédures peut-être plus accélérées, plus simplifiées, seraient de notre point de vue indispensables pour stopper leur capacité d'acquisition et de gestion, c'est-à-dire pas seulement de gérer le sujet, mais de continuer d'une certaine manière à faire le mal. Voilà, et avec une attention particulière sur les locataires, indépendamment des marchands de sommeil, pour les sécuriser sur place si c'est nécessaire. De lutter contre des squats qui pourraient être des squats organisés par le marchand de sommeil, et dans le cas ultime de faciliter le relogement des locataires en finançant l'hébergement, par exemple, par l'ANA ou par d'autres dispositifs. Voilà, dans un premier temps, peut-être ce que je pouvais dire. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Je vais maintenant proposer à Madame la rapporteure, Marianne Margaté, de prendre la parole. Et je ne l'ai pas fait, j'en profite aussi pour saluer nos deux collègues sénateurs présents, hommes, donc c'est un petit clin d'œil. Donc, c'est juste un clin d'œil encore une fois. Laurent Burgois et David Ross, merci de votre présence. Bon, bonjour à tous. Oui, je voulais avoir... on a commencé à brosser, je pense, en effet, le cadre et les premières propositions. Vous avez commencé à le faire et on peut vous en remercier. Au fur et à mesure de ces auditions, je pense qu'en effet, on constate que cette paupérisation des copropriétés, en effet, s'alimente, va en s'aggravant, vu la crise du logement dont on a parlé, vu aussi, je dirais, la grande diversité de ceux qui occupent des copropriétés, les copropriétés entre les locataires, des propriétaires occupants qui sont un tiers, d'ailleurs, des ménages modestes ou très modestes, des propriétaires bailleurs frauduleux. Voilà, on sent que ce système de la copro se fragilise à grande vitesse. Et donc, Madame la Présidente l'a dit, c'est pour ça qu'on estime que cette commission d'enquête a toute sa pertinence, et notamment pour être aux côtés aussi des élus qui se trouvent souvent démunis, les maires, et souvent en première ligne, comme à chaque fois où il y a une problématique qui touche leurs habitants, et parfois un peu démunis. Donc si cette commission d'enquête peut permettre de déboucher sur des préconisations pour donner davantage d'outils, je pense que ce sera une bonne chose. Je voulais notamment revenir sur la question des syndics, puisqu'ils sont un interlocuteur important dans le cadre de cette alerte, dans le cadre de la gestion, et aussi pour être dans la gestion de la copro, et puis faire face aux enjeux de rénovation thermique, etc. Donc, je voulais savoir comment, par votre expérience ou par les fonctions que vous occupez, aujourd'hui, quelles sont les bonnes pratiques pour en faire des partenaires, quels sont les obstacles. Ça, c'est la première question vis-à-vis des syndics. Sur la question des... est-ce que vous pensez, en tout cas... on se dit aussi qu'une bonne information, un bon accès aux droits aux ménages qui vivent dans une copropriété, que ce soit des locataires, que ce soit des copropriétaires, est importante, et qu'ils sont souvent démunis pour accéder aux droits. Et les maires, par les initiatives qu'ils peuvent faire de mise en lien avec des associations diverses et variées de consommateurs ou de copropriétaires, peuvent permettre aussi d'être accompagnante auprès de ces ménages occupant les copropriétés. Je voulais savoir sur... Madame la ministre l'avait indiqué, sur le triptyque maire-préfet interco, le maire ayant une action de proximité, l'intercommunalité ayant une action financière importante, d'expertise, de mutualisation des moyens, la préfecture. Comment voyez-vous fonctionner ce triptyque aujourd'hui? Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être amélioré? Est-ce qu'il pourrait être amélioré? C'est un peu les trois éléments que je souhaitais
apporter au débat et à la discussion. Merci. Monsieur Rio. Rapidement, je commencerai par la dernière question. Vous me trouvez un peu gêné parce que j'ai mon président d'Interco à ma droite. Il n'a pas le droit de dire de bêtises. Là. Et j'ai pas le droit... Non, tout se passe bien, mais parce que la particularité de Grigny fait que c'est un sujet Interco. C'est pas une petite copro en difficulté, c'est la plus grande ORCOD. Voilà. Donc j'irai vite là-dessus, j'en dirai pas plus. Michel pourra en dire, mais l'articulation peut-être, je le dis, entre services est extrêmement importante puisque compétences partagées, mais défis communs en fait. Et c'est ça qui est important avec l'articulation bien évidemment préfet, l'articulation opérateur. Je pense à l'ANA, parfois un peu l'ANRU pour ce qui nous concerne, et puis même les bailleurs sociaux, puisqu'ils sont amenés à jouer un rôle extrêmement déterminant. Là où peut-être on a une faiblesse, et ça va me permettre de parler du deuxième sujet sur la question du non-recours, si on arrive à bien identifier les acteurs du logement et de l'habitat, à les mettre sous tension collectivement, à travailler plutôt bien. Je n'oublie pas la question de la police et de la justice, parce que tout à l'heure, il y avait une question sur les polices municipales. Mais d'abord sur les éléments de police que nous avons, hein, avec, à travers nos services d'hygiène aussi et de salubrité, qui jouent un rôle aussi important. Ce rôle est déterminant, ce lien étroit, et se pose la question de la capacité de la justice à répondre en termes de quantité de dossiers que l'on transmet et qui sont suivis avec les délais de justice. Je pense qu'il y a un sujet ici sur lequel nous devons collectivement nous pencher. Et puis, bien évidemment, sur la question de la connaissance. Parce que selon les tribunaux confrontés à ces sujets-là, il y a un peu une spécialisation des tribunaux, en fait, et c'est normal, puisque s'il n'y a pas de besoin ou de demande, eh ben, le tribunal va faire ses affaires courantes. Et on voit bien là qu'on touche du doigt, je pense au tribunal judiciaire de Bobigny ou au tribunal judiciaire d'Évry, qui effectivement est aujourd'hui un pôle consacré, un substitut du procureur qui maîtrise très bien l'ensemble des procédures, qui travaille très bien avec la police nationale, qui a un monsieur ou une madame procédure, puisque pour que tout ça soit déféré, tout ça, encore une fois, demande une procédure judiciaire. Et donc le lien police-justice est extrêmement important. Et assez étonnamment, nous pensons que l'accompagnement social n'est vraiment pas au niveau. Je prends un exemple. Fonds de solidarité logement dans la copropriété de Grigny 2, en 2023, 23 dossiers. On a multiplié par 4 ou 5 en quelques années. 23 dossiers sur le droit commun du Fonds de solidarité logement. Et donc, le phénomène de copropriété dégradée ou vulnérable fait que nous avons affaire à des citoyens qui, dans des situations de très grande fragilité, effectivement, ne font pas recours au droit. On a des travailleurs sociaux qui maîtrisent mal aussi les concepts de la copropriété, c'est compliqué. On a même, nous, détecté de l'autocensure des travailleurs sociaux, en disant si je m'engage avec une personne mais que le dossier n'est pas accepté, c'est ma crédibilité de travailleur social. Ça, ce sont des témoignages que l'on a eus très récemment, puisqu'on vient de faire un point. Et donc, on sent bien que l'ensemble des travailleurs sociaux, du monde de l'accompagnement social, en fait, tourne autour de la question de la copro et ne sait pas bien prendre le sujet. Sur votre première question, pour laisser la parole aux collègues, sur la question de RNIC et du... oui, c'est ça, là, c'était votre question. Oui, de la détection. Si le RNIC, je pense qu'il faut qu'il rentre dans les mœurs, c'est quelque chose de nouveau. Il faut qu'on s'approprie, nous, les territoires, que ce soit un modèle de détection et qu'on puisse faire. Le problème, c'est quand on constate qu'il y a des impayés supérieurs à 25% pour les copros au lot de moins de 200 lots ou 15% lorsqu'il y a plus de 200 lots, qu'est-ce qui se passe? Quel pouvoir avons-nous pour enclencher une stratégie de recouvrement des impayés? Et je vous prends un exemple qui date de la semaine dernière avec le préfet à l'égalité des chances. Il a convoqué un syndic. Sur une copro, il y a 141% d'impayés et il n'y a pas de stratégie de recouvrement.
141%. Il y en a une, l'autre elle est à 190 et une autre est à 90% d'impayés. Ce syndic est présent depuis 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Au fur et à mesure, on voit les choses aller en administration provisoire, en constatant que, puisqu'il manque quelque chose qui impulse un changement de comportement, qui soulève d'ailleurs des questions sur les stratégies de recouvrement qui coûtent de l'argent, puisqu'il faut payer un avocat, il faut de l'aide juridictionnelle ou pas. C'est une mécanique qui est très compliquée, et notamment comptablement pour la copropriété, puisque les impayés, vous devez les passer en créances irrecouvrables. C'est-à-dire que vous devez faire payer plus cher ceux qui payent et qui ont moins de services. Et donc, on rentre dans quelque chose qui est complètement dysfonctionnant. Et donc, la question de la comptabilité en copro dégradé, je pense qu'il y a véritablement quelque chose à adapter, parce que le système, en fait, ne permet pas. Et arriver, je reviens sur la question de la détection, oui, mais il faut qu'il y ait des choses qui s'enclenchent sur un plan d'action. Et le plan d'action, il faut le rendre réalisable et crédible comptablement et juridiquement. Ce qui pose aussi d'ailleurs ensuite la question de la capacité des tribunaux à pouvoir encaisser des fois massivement. Si on se réveille un peu trop tard, ça fait dans des grandes copropriétés beaucoup de dossiers. Et j'en profite, allez, je le fais sur la question des petites copros. Sur la question spécifique des ASL, les associations syndicales libres, forme que notre droit, voilà, c'est ce qu'il en est, qui ne bénéficient pas de dispositifs aussi clairs et nets qu'en copro. Et donc on passe à côté d'un certain nombre de copropriétés de fait, ce qu'on appelle les copropriétés horizontales principalement, qui vont être le sujet très rapidement. En Essonne, 50% des ASL sont dans des situations fragiles. Chiffre du département de l'Essonne, puisque nous avons, à côté de la grande copropriété de Grigny 2, une association syndicale libre de 200 logements groupés individuels, avec plusieurs choses, donc pas de dispositif adapté, pareil, des difficultés de gestion, des problématiques d'impayés, des niveaux de charge, des entretiens, des propriétaires nouveaux qui se paupérisent, des nouveaux entrants dans ces copropriétés, une difficulté de maintenir un patrimoine en état, et je pense particulièrement aux réalisations des années 70, même 80, y compris dans les villes nouvelles. Une dernière chose sur ce sujet-là, vous dire que la solution de l'emprunt collectif qui a été actée et qui est une très bonne chose, se pose la question, que ce soit en ASL ou en copropriété, la question de la garantie d'emprunt. Parce que, vous le savez, quand on est pauvre, on prête de l'argent qu'aux riches. Et donc, ces copropriétés, c'est intéressant. Le plan de sauvegarde à Grigny, je crois qu'il y a 127 plans de sauvegarde en France qui vont arriver, dont 27 à Grigny, pour la copropriété de Grigny 2. Ça peut être intéressant. Sur les ASL, on voit très bien pour la rénovation thermique quelque chose d'extrêmement intéressant, mais se pose la question, 1, du préfinancement, et 2, des garanties d'emprunt lorsqu'il y a des travaux d'intérêt collectif qui sont portés par la structure, qu'elle soit copropriété ou ASL. Voilà. Merci. Madame la ministre, souhaitez-vous... Voilà, c'est bon. Oui, je souhaitais bien. Merci. Je souhaitais poursuivre. Alors, mes propos reprendront, l'intervention pour partie, ce qu'a dit Philippe Priot, et en confortant certains de ces aspects. J'ai d'abord sur la question de l'accès au droit des ménages, de la façon dont on peut travailler sur les bonnes pratiques et les obstacles. L'une des difficultés que l'on rencontre, et je l'ai vu, si, comme Philippe, je parle de mon territoire, de ma commune, où j'ai les 13 copropriétés, 5000 habitants, donc c'est presque une petite ville, pour laquelle la première difficulté est de toucher finalement les habitants quand on a une proportion de propriétaires qui sont bailleurs, qui devient structurante quand les copropriétés se dégradent. En réalité, vous êtes face à des investisseurs
pour partie, pas seulement, mais certains d'entre eux le sont, et donc ils ne sont pas dans un travail partenarial avec une collectivité. Et les locataires, pour certains d'entre eux, qui représentent un public fragile qu'évoquait Philippe Rio, ne sont pas les interlocuteurs ad hoc. Nous sommes rentrés dans le plan initiative copropriété. Vous posez la question dans votre note, qui est un plan important et qui a été vécu quand il est arrivé, en tout cas pour ma collectivité, comme une heureuse initiative, hein, puisque nous ne sommes pas en hors code, le volume est important et nous étions dans des mesures POPAC, OPA, qui ne sont pas à la maille. Cette copropriété a connu beaucoup de dispositifs, plus de 15 ans. Et le paradoxe, c'est qu'à la fin, lorsqu'on regarde les analyses, à la fin des dispositifs précédents, l'état de la copropriété est dégradé. Il y a des schémas en tête que j'ai en tête très clairs où la copropriété passe d'orange à rouge après un POPAC, ce qui veut dire qu'elle est plus dégradée, ce qui veut dire que ça aurait été sûrement peut-être rouge très foncé ou violet, hein, s'il n'y avait pas eu de POPAC, parce qu'il y a toujours des efficacés, mais parce qu'on n'a pas pris la mesure à la bonne échelle. Et l'intérêt du plan initiative copropriété, c'est d'avoir été en capacité de mettre les trois parties, État, intercom ou métropole et ville, et d'avoir été au niveau financier nécessaire avec le rachat d'appartements par Procivis, la capacité pour ceux dont on sait qu'ils n'arriveront jamais à prendre en charge des impayés, qu'on puisse racheter l'appartement dans des propositions qui leur permettent de l'accepter, hein, parce que ce n'est pas toujours simple. Et donc, toute cette première partie, finalement, là, est contrainte parce qu'on parle à des copropriétaires qui ont des intérêts différents selon qu'ils soient occupants ou bailleurs. Et alors après, quand il y a des bailleurs, et c'est ce qu'observe l'ensemble des collègues maires, des bailleurs qui se transforment en marchands de sommeil, on est face à des nouvelles occupations par des locataires qui sont sans droit ni titre de séjour. C'est-à-dire donc pour lesquels, de toute façon, on est sur d'autres formes d'accompagnement encore, et donc pour lesquels la question même de l'accès aux droits du locataire ne se pose pas dans les mêmes termes qu'une personne qui a un droit de séjour en France, donc un titre de séjour. Et donc, on peut arriver à l'exploitation, la précarité. Donc, ce qui est un premier sujet pour moi d'important, c'est qu'on puisse bien identifier ces différentes caractéristiques dans l'analyse d'un plan qui touche les copropriétés et avec les formes d'intervention. Ce qui m'amène au deuxième point du triptyque et du fonctionnement. Oui, ce qui est important, c'est le poids que peut avoir la puissance publique à partir du moment, je disais en introduction, elle met des financements sur les syndics et sur les informations auxquelles nous avons accès. Parce que l'expérience a montré que ça pouvait être très complexe. Moi, si je prends l'exemple que j'ai connu, pour certains, ça a été quand les conseils syndicaux sont eux-mêmes en difficulté, donc avec les copropriétaires un peu dépassés. Ce n'est pas le cas partout, mais ça peut arriver. Et qui finalement n'osent plus parler à leur syndic. On est au stade où ils nous demandent à nous, maires, de parler à leur syndic. Alors, ils me disent, mais ça ne marche pas, parce que quand le syndic est défaillant, il renvoie au maire. Je pourrais vous faire part parfois de courriers pour me demander d'intervenir que le syndic fait pour se défausser, alors qu'en réalité, on est sur son format d'intervention ou sur celui d'autres acteurs, l'État, etc. Mais du coup, comme le maire est plus facile à interpeller, on est dans ce principe de fonctionnement. Et donc, sur les syndics, et c'est pour ça que le triptyque, pour revenir à la première idée, des pouvoirs publics dans ce format-là, État et collectivités locales, permet d'avoir une forme unie d'action qui est très importante dans un secteur qui peut paraître très mouvant, avec des vraies différences entre syndics. Vous avez des syndics extrêmement performants dans l'alerte, dans la coopération et le service pouvoir public, et d'autres pour lesquels l'État est obligé de passer au mode de convocation pour qu'on ait des éléments. Moi, je me suis réjouie d'avoir le PEDEC à mes côtés dans certains cas, parce que c'est parce qu'il a tapé du poing sur la table et a fait avec le pouvoir de l'État que nous sommes arrivés à pouvoir aider des copropriétaires qui, sinon, venaient me voir à la difficulté. Et je reviens sur la question de l'administrateur judiciaire. Je l'ai dit, j'en ai parlé, mais j'insiste vraiment. Il faut absolument, parce que je sais que la loi garder à la marge. Moi, je pense que si on garde ce format-là, il faut absolument donner des moyens d'intervention ou des moyens aux habitants, enfin en tout cas à la puissance publique qui finance,
d'avoir des moyens de regard et je laisse le législateur les trouver parce que du point de vue pratique, c'est une difficulté réelle pour sortir la copro de la crise. Dernier, et c'est pour ça que les syndics de collectivité est quelque chose, c'est vrai, sur lequel je pense qu'il faut que nous nous penchions. Il y a sûrement des difficultés, mais au moins, nous pourrions être dans un échange de transparence, qui est un des éléments, je crois, importants lorsque les copros connaissent des difficultés. Je vais revenir sur 2 points, c'était dans votre question, sur la question des services hygiène et salubrité. Philippe Rio en a dit un mot. C'est vrai qu'il est de plus en plus sollicité, notre service hygiène et salubrité, et de plus en plus par le domaine du privé. Alors, pas que les copros, ça peut être juste un propriétaire seul en maison, etc. Mais on voit bien une montée en charge de nos services pour lesquels il n'est pas toujours simple de répondre. Il y a un thème d'expertise qui est demandé aussi. Je pense, comme vous aviez une question là-dessus, qu'un accompagnement supplémentaire serait le bienvenu. Et puis, vous aviez une question sur laquelle je vais répondre. Ça y est, j'en ai... elle me reviendra... Excusez-moi, du coup, je voulais répondre sur un autre point, mais il me reviendra quand je reviendrai sur... Oui, c'était sur la question de l'accès au droit. Pardon, j'y reviens parce que je n'avais pas tout à fait... J'avais commencé à en parler, excusez-moi, et je n'ai pas fini. C'est l'accès au droit pour les ménages. En fait, l'action sociale, et je vais conforter ce qu'a dit Philippe Rio, et nous n'avons pas été au départ construits, en tout cas, comment dirais-je, organisés pour répondre à ces questions-là. C'est des choses nouvelles qui arrivent. Je vois bien que dans notre métropole et dans ma ville, nous sommes obligés de se redire qu'il y a le volet logement social, évidemment, sur lequel tout le monde a été extrêmement mobilisé dans les services urbanisme, habitat, logement de toutes les villes, mais qu'il y a une montée en puissance de la question de la copropriété et des droits des propriétaires et du type de dispositifs qui permettent d'accéder à la propriété, parce qu'en fait, tout commence par là. Et maintenant, aujourd'hui, dans les promotions immobilières, arrive de plus en plus dans les réponses et les attentes des collectivités que nous pouvons avoir, c'est la demande: quel accompagnement y aura-t-il des nouveaux copropriétaires? C'est-à-dire, au moment où on la construit, on réfléchit de l'accompagnement des copropriétaires aussi. Et en fait, ça, c'est donc la puissance privée qui le réfléchit à la demande des collectivités, mais nous, collectivités locales, nous avons aussi à réfléchir cette nouvelle structuration pour répondre, parce que ça devient un service public, là où longtemps on s'est dit les propriétaires, par définition, c'est du privé. Donc, en fait, ils gèrent eux-mêmes entre leurs affaires et on voit bien que ça ne peut pas fonctionner en l'état. Et il faut donc aussi que nous réfléchissions à cette organisation entre l'État et les collectivités locales sur un service d'accompagnement copropriétaire, comme on en fait classiquement avec nos services logement habitat pour les locataires, en fait. Voilà ce que je voulais apporter en complément. Merci beaucoup. Monsieur Bissot? Oui, peut-être en complément de tout ce qui a été déjà dit et qui est très riche et que je partage, d'abord sur la question de l'échelon intercommunal. En tous les cas, à l'échelle de France urbaine, ça ne fait plus débat, c'est la bonne échelle, mais aussi lié à la singularité de France urbaine, évidemment, de réunir l'ensemble des grandes métropoles et des grandes agglomérations, donc avec des capacités d'ingénierie et avec même, pour certaines métropoles, le fait d'avoir pris la compétence d'autorité organisatrice de l'habitat. Donc il y a une véritable prise en compte qui, évidemment, amène ensuite une ingénierie à haut niveau. Le trio que vous évoquiez tout à l'heure, je pense, est immensément important et de l'expérience. Donc là, je peux en avoir, fonctionne très bien, à la fois à l'échelle évidemment des métropoles que j'ai évoquées, mais liées évidemment beaucoup à la taille de ces métropoles, mais sur des communautés d'agglomération comme celle de Grand Paris Sud, quand on a des communes et des maires évidemment extrêmement engagés, impliqués, à l'écoute, avec une vision, avec une intelligence de situation, c'est évidemment très précieux. Quand c'est abondé par une agglomération qui, par ses capacités d'ingénierie, mais aussi de politique de peuplement,
et donc de relogement à d'échelle plus large que la seule échelle communale, plus préfet PEDEC, évidemment, qui avec les moyens qui sont les leurs accompagne. On a là évidemment un trio, et on parlait d'unité d'action. Je crois qu'elle est évidemment extrêmement importante, et c'est même dans des sujets comme ceux-là, qui sont des sujets par nécessité complexes, puisque multiplicité d'acteurs, il est au moins important que la chaîne de l'action publique soit la plus fluide possible. C'est vraisemblablement, d'une manière générale, ce qui est peut-être un des maillons faibles de notre pays, c'est-à-dire à la fois, non pas de retravailler les compétences pour les redistribuer de manière, je crois que chacun a ses compétences et c'est très bien, mais que la chaîne de l'action publique soit beaucoup plus efficiente, plus fluide, voilà, qu'il y ait beaucoup moins de verticalité, un peu plus d'horizontalité, qu'on s'appuie tout simplement sur ceux qui font et ceux pour qui on fait, quoi. Voilà, donc c'est voilà, pris d'une manière générale, mais ça s'applique très bien sur le sujet dont on parle cet après-midi. Sur les syndics, je pense que l'adoption de la loi doit permettre d'une montée en puissance des syndics d'intérêt collectif, dits publics pour le dire autrement, et je crois que ça c'est évidemment sur des sujets très touchy, je crois que c'est vraiment une utilité. Ça permet évidemment de mobiliser aussi l'ensemble des bailleurs sociaux, et pour ce qui concerne les mandataires, au-delà des syndics, je crois qu'il doit y avoir une vigilance peut-être encore plus renforcée sur leur qualité, l'exigence d'une certification SR, syndicat de redressement, et puis vraisemblablement aussi peut-être des consultations auprès des collectivités. On parlait de fluidité de l'action publique, des collectivités compétentes sur l'habitat, de manière à exclure, de manière un peu systématique, ou en tous les cas plus facile, de la liste des mandataires ceux qui auraient commis des infractions par ailleurs sur d'autres territoires ou sur d'autres opérations. Je crois que ça me paraît important. Et enfin, sur les questions relatives, j'allais dire, au financement, nous avons alors en région Île-de-France une région qui accompagne, la région Île-de-France accompagne, le département de l'Essonne accompagne, le département de Seine-et-Marne n'accompagne pas. On a donc des différences entre les régions vraisemblablement et entre les départements assurément. Mais au-delà de ça, je pense que c'est la Banque des territoires qui pourrait, par rapport à ce que Philippe disait notamment tout à l'heure, apporter beaucoup, notamment à travers des avances de prêts aux copropriétaires d'ensemble en difficulté. Voilà, je crois qu'ils se sont un peu retirés de ces dispositifs-là, sont plutôt dans des dispositifs de suivi animation, mais enfin, à l'évidence, ça ne suffit pas. Ils ont une puissance de feu, donc on a besoin que la Banque des territoires revienne en soutien des dispositifs, notamment de l'ANA. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à mes collègues, mais j'aimerais glisser une petite question sur un sujet que vous avez abordé à plusieurs reprises, celui de l'accompagnement social. Au travers des différentes auditions, on le comprend, hein, en fait, à aujourd'hui, on sait que lutter contre la paupérisation des copropriétés, c'est d'abord, ou c'est en même temps, lutter contre la paupérisation des copropriétaires. Donc avec un élément fort, vous l'avez dit clairement, encore une fois, l'accompagnement de ces copropriétaires fragilisés. Ma question va être très concrète. Pensez-vous à aujourd'hui qu'il manque justement un acteur spécifique pour cela, ou est-ce qu'il existe, mais faut-il peut-être renforcer ou clairement définir cette mission? Est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques chez vous, en tout cas pour aborder, pour travailler en tout cas et aborder cette vraie problématique que nous rencontrons finalement dans ces copropriétés fragiles? Avant de vous redonner la parole pour répondre, j'ai vu que David, Laurent, vous vouliez poser une question. Je propose peut-être d'ores et déjà de prendre la parole et puis on vous laissera répondre à... Merci Madame la Présidente et Madame la rapporteure. Et puis merci à la ministre et puis au maire pour leur éclairage sur ce qui va à la fois en diagnostic et puis en proposition. Alors, moi j'avais 3 questions un peu à la volée. Une première question sur le diagnostic qui contribue à ce cycle néfaste ou nihiliste qu'évoquait Philippe Rio de paupérisation, dégradation, dégradation, paupérisation. C'est le rôle de la multilocation. L'impact que ça a ou pas, est-ce que pour vous c'est un élément encore qui reste majeur actuellement et est-ce qu'il y a des choses à faire sur ce sujet-là de manière spécifique?
Il y a une deuxième question plus spécifique aussi pour Philippe Rio, qui est la ville de Grigny a bénéficié d'un ORCOD. Est-ce qu'il est temps de faire un peu un bilan de l'efficacité du dispositif, à la fois pour la ville de Grigny, avec les manques, hein, justement l'accompagnement social est peut-être un des volets qu'il faut examiner au regard de ce qui a déjà été décrit, mais au-delà de Grigny, est-ce que c'est quelque chose qui peut être étendu? Et est-ce qu'en fonction de la taille des copropriétés, ça a été évoqué aussi, c'est ce qui est le plus adapté ou pas en fonction des différentes situations? Et puis la troisième question, ça concerne la verticalité qu'évoquait Michel Bison. C'est sur les administrateurs judiciaires. Est-ce qu'il y a des freins qui leur permettent pas de mener à bien leur travail dans la chaîne de commandement de tout ce que vous avez évoqué? Merci. Merci David. Laurent. Oui, merci Madame la Présidente, mais surtout saluer Madame le rapporteur, ainsi que Madame la Ministre et vous, messieurs. Alors moi j'aurais deux questions. La première, c'est est-ce que vous pensez que le permis de louer, s'il était généralisé, et qui dit généralisé, dire bien sûr qu'il faudrait une aide de l'État, puisque ça entraîne quand même, j'allais dire, du fonctionnement complémentaire pour les communes ou pour les intercommunalités qui le géreraient. Est-ce que vous pensez que si on imposait le permis de louer, ça permettrait de ne pas accroître la paupérisation des copropriétés? Première question. Ma deuxième question va être plutôt liée à la grande paupérisation de certaines copropriétés. Pensez-vous que, même si l'Agence nationale de réseau, l'ANRU ne serait pas très favorable à cela, c'est-à-dire transformer des copropriétés en logement social classique, public, est-ce que ça serait la solution, même si, ayant été adjoint au maire à Nîmes à la rénovation urbaine, je sais que l'ANRU n'y est pas du tout favorable à cela, puisqu'en fin de compte, ça irait même à l'encontre de la politique de l'ANRU, puisqu'elle souhaite des fois diminuer le nombre de logements sociaux sur les quartiers et non pas l'accroître. Je voudrais avoir, Madame la Ministre, vous qui avez eu des responsabilités dans ce domaine-là, et vous, messieurs, en tant qu'élus locaux, avoir un peu votre ressenti sur ces deux points. C'est parti. Monsieur Rio. Sur l'accompagnement social, Madame la Présidente, je pense qu'il y a de la frilosité de rentrer dans les invisibles, d'aller toucher les invisibles de la précarité et de la paupérisation. L'expérience que nous avons fait qu'aujourd'hui, il y a même, sur un certain nombre de ménages, il n'y a pas de solution. Et je pense que notre système est tétanisé pour aller derrière la porte des copropriétés vulnérables, dégradées, où la situation... chez un bailleur social, je vais le dire comme ça, il y a un gardien, il y a des enquêtes sociales, il y a des assistantes sociales du bailleur. Et donc, si on veut se donner les moyens d'aller au contact avec les services de la ville, avec les services du département, on peut arriver. Je dis pas que c'est facile, mais dans une copropriété, il n'y a plus rien. Et donc, s'enquistent des situations sociales extrêmement difficiles. Hélène Geoffroy le disait tout à l'heure, on a ceux qui sont sans droit ni titre. Et le logement en copropriété est le seul moyen de se loger. Puisque, quand je parlais tout à l'heure de crise de logement, j'aurais pu dire aussi crise de l'hébergement d'urgence. Et je n'ouvre pas une parenthèse, ou en tout cas je la referme tout de suite. Donc, je pense que tout le monde est tétanisé dans un système, encore une fois, où on s'auto... voilà. En tout cas, nous, on vit ça avec les services départementaux. Donc, il faut qu'il y ait, lorsqu'il y a un plan d'attaque, je vais le dire, qui s'appelle ORCOD, qui s'appelle plan de sauvegarde, qui s'appelle même OPA, il faut qu'on impose un volet social beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, qui nous permette d'agir et d'apporter des solutions en même temps que les solutions liées à l'habitat et au logement. On voit bien qu'il y a un grand écart qui se creuse. En clair, on fait le bâti, mais pas l'humain. Or, les deux sont intimement liés. Sur la multilocation, monsieur le sénateur, vous parlez des colocations à baux multiples. Je fais partie de ceux qui ont porté l'idée que les colocations à baux multiples dans des secteurs d'intervention publique, et je redis OIN, ORCOD, plan de sauvegarde, OPA, devraient être quasiment interdites. Parce qu'en fait, l'état d'esprit de la loi et l'esprit de la loi, on
je sais, on a assez débattu avec le ministre, je pense que Hélène s'en souvient, avec le ministre qui parlait beaucoup du monde étudiant. Or, dans nos secteurs, ce n'est pas le monde étudiant qui est là. Et aujourd'hui, les marchands de sommeil s'appuient sur cette loi de manière claire, nette et évidente devant la barre, puisque à chaque fois qu'il y a un marchand de sommeil présumé, je vais devant la justice. C'est la ville qui est partie civile et à 90% du temps, je me présente. Et ils utilisent cet argument juridique. C'est les travaux aussi que vous avez menés et l'amendement du Sénat que vous avez porté qui a été adopté et refusé par le gouvernement sur la question aussi des tailles sur ça. Donc oui, c'est un sujet d'accélération, de fragilité de la copropriété. Sur le bilan hors codine, bah oui, il faut faire le bilan après 5 ans, 6 ans, 7 ans. 2016, Grigny en tout cas. Ça fait 8 ans déjà. On est à mi-parcours, je le dis. Après, le vrai sujet, c'est, je rappelle de l'Orcodine, c'est la question de la perception d'un impôt spécifique. Comme d'ailleurs va se passer à Nîmes, c'est en cours, c'est la TSE, la taxe spéciale d'équipement, qui permet effectivement d'avoir des montants dédiés, spécifiques, qui sont puissants. Qui sont puissants et qui sont fort intéressants pour une intervention extrêmement importante. Mais là, ça concerne effectivement que quelques copropriétés qui sont certes massives en nombre, complexes, qui font souvent la une des médias parce qu'il y a beaucoup de catastrophes et on voit le dérèglement du système. Mais bien évidemment, le bilan, parce qu'il y a des choses à améliorer, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que les choses vont s'accélérer. Le mal logement va s'accélérer dans les copros et on aura besoin d'adopter les outils. Sur l'administration judiciaire, je vais très vite, je pense que là aussi, ça fait partie des marges de progrès que la loi, que le législateur doit nous donner pour être plus performant. Voilà, des fois, à Grigny, on a attaqué un administrateur qui n'avait pas rendu les comptes pendant 3 ans avec l'établissement public foncier d'Île-de-France. Il avait été nommé par la justice. Pendant 3 ans, il n'a pas rendu les comptes. Et au bout d'un moment, rien ne se passait. On a dû, là aussi, pas par envie de faire du droit pour faire du droit, par envie d'encombrer les tribunaux, mais d'attaquer un administrateur qui a juste été nommé par la justice. Et en fait, c'est le lien justice-administrateur. Encore une fois, si au sein de la justice, il n'y a pas des gens qui maîtrisent ce sujet, on voit bien, moi j'ai vu l'évolution sur des secteurs comme les nôtres. Aujourd'hui, on parle d'égal à égal. Il y a quelque temps, on ne parlait pas d'égal à égal. Et c'était un peu compliqué. Permis de louer. Oui, c'est un bon outil, mais Hélène Geoffroy en parlera mieux que moi parce que je crois qu'elle se pose la question. Michel Bisson aussi, d'autres villes l'ont mis en place. Et effectivement, on se pose la question des moyens pour assurer cela. On voit que sur une interco qui peut être très très grande, je ne pense pas que de la nôtre en région parisienne, mais ailleurs ou dans la ruralité, il y a des soucis de cet ordre-là. C'est du temps et effectivement des moyens. À Grigny, on se fait payer un inspecteur insalubrité pour 300 visites par an. Donc effectivement, ceux qui ont la malchance d'avoir ce type d'habitat-là, c'est objectivement une charge si on veut bien faire son boulot entre le permis de louer, le permis de diviser et juste l'hygiène et la salubrité. Et enfin, vous parliez en rue Anna, les bailleurs sociaux ont un rôle déterminant dans l'avenir de ces copropriétés. Nous en sommes convaincus. C'est l'une des clés de la réussite d'ailleurs et du redressement. Je pense que parfois, le fond de la piscine, excusez-moi l'expression, je ne suis pas sûr que ça remonte. Et donc, la question de ces copropriétés mixtes, avec un vrai professionnel de l'immobilier qui sait gérer, qui sait mutualiser les coûts, qui sait négocier avec un chauffagiste, qui sait négocier avec un ascensoriste, excusez-moi pour le vertical, qui sont les 2 éléments de charge incontrôlables par des syndics, par des copropriétaires qui, je le rappelle, sont bénévoles. Hein. Le rapport de force avec, excusez-moi, je vais faire de la publicité, avec Autiste, Schindler ou les autres, le rapport de force, il est asymétrique, complètement. Et chez un chauffagiste également. Donc, un professionnel consciencieux, vertueux, contrôlé, et les bailleurs sociaux ont un savoir-faire remarquable. Aujourd'hui, le mal logement, il n'est pas dans le logement social.
il est dans la copropriété. Et je terminerai juste sur, peut-être clarifier mes propos sur la prévention. À partir du moment où il y a plan de sauvegarde, OPA et peut-être d'autres un peu avant, dispositifs, peut-être même dès le POPAC, obligation d'un audit budgétaire et comptable de la copro. Il faut savoir ce qui se passe dans les comptes de la copro. L'expérience que nous avons à Grigny, c'est que des préfets ont dû stopper l'aide à la gestion des syndics de l'ANA parce qu'ils ne mettaient pas à disposition la situation financière concrète et réelle qui permet à partir de là, et donc c'est la deuxième obligation, après l'audit, quelle stratégie partagée entre le syndic, les copropriétaires et la puissance publique. Parce que je le dis franchement, des fois, on a continué à avancer alors que le brouillard était toujours là sur la situation comptable réelle de la copropriété, qui est, je le rappelle, une personne morale. Et sur le syndic d'intérêt collectif, vous m'avez déjà entendu, mais je le redis, il y a eu un pas exceptionnel qui a été fait sur l'utilisation, enfin la loi permet maintenant que les syndicats d'intérêt collectif interviennent sous administration provisoire. C'est bien ça, hein? On est d'accord? Si on veut faire de la prévention, il faut leur donner le pouvoir d'intervenir avant que nous ayons touché le fond du bassin. Et pareil, POPAC, plan de sauvegarde, OPA, Orcode, Orcodine, laisser la possibilité aux copropriétaires et aux puissances publiques de s'organiser pour mettre à disposition un outil de gestion où on va pouvoir faire plus là où il y a le plus d'impayés. Parce que le cercle vicieux qui existe avec les syndics, c'est effectivement dans les milieux difficiles, on doit intervenir plus parce qu'il y a une dégradation de la gestion et une dégradation du bâti, mais avec une augmentation des impayés. L'équation est impossible à résoudre s'il n'y a pas un moment, un système mutualisé au travers d'une intervention d'une SEM, d'un bailleur social qui a encore une fois un savoir-faire en milieu dur, difficile. Les bailleurs sociaux savent faire dans les milieux difficiles la bonne gestion. Donc voilà, en complément des quelques questions. Et je m'en excuse parce que je vais devoir partir. Merci beaucoup. Madame la ministre? Oui, puisque j'ai une question directe sur l'ANRU, notamment. Mais je poursuis sur le permis de louer. Philippe anticipe sur ce que je suis en train de faire. En réalité, la métropole, mais il a raison, c'est des sujets qui intéressent la métropole de Lyon, mais qui a lancé en fait une première étape avec une autre ville de la métropole. Mais si cela intéresse la commission d'enquête, je peux faire parvenir un premier état, puisque on a un peu plus d'un an de recul maintenant sur la mise en œuvre sur la métropole de Lyon du permis de louer. Je n'ai pas tous les éléments en tête, mais je veux bien vous les faire parvenir si la question, enfin, si ça a de la pertinence, et je ferai le lien avec mon collègue vice-président du logement et de l'habitat. Sur la question, je reviens sur l'administrateur judiciaire parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question de la verticalité de l'administrateur judiciaire. Mais en tout cas, ce que je pouvais dire du vécu fait, c'est qu'on se retrouve sur l'incapacité d'encadrer le fonctionnement de l'administrateur judiciaire. C'était ça mon propos, c'est-à-dire on n'a pas de mot à dire sur sa rémunération, les copropriétaires évidemment pas, la puissance publique non plus, puisqu'il y a la séparation que j'indiquais, que les administrateurs judiciaires ne sont pas spécialistes en réalité des copros. Donc, c'est au milieu d'un tas d'autres sujets. Donc, en fait, les expériences qu'on a eues, c'est que certains d'entre eux, on ne va pas être généraliste, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de formation dédiée, ni ce n'est pas un mandat dédié, mais que du coup, pour certains, c'est moins bien que d'autres. Et puis, le fait que les copropriétaires n'aient aucun retour sur ce que fait l'administrateur judiciaire, ce qui est une vraie difficulté. C'est-à-dire que dans le cas qui nous a occupés à Vaux-en-Velin, les habitants n'arrivaient pas à savoir, ils avaient des appels de charges, ils n'arrivaient pas à savoir leur utilisation, l'état de la copropriété, parce qu'il n'y avait aucune obligation de rendre compte aux copropriétaires. Donc, en fait, ça, il faut absolument avancer là-dessus. Et je rejoins Philippe, enfin, c'est des points, et je rejoins Philippe quand il dit qu'il faut anticiper avant l'administration judiciaire pour le syndic de collectivité. Je ne pourrais être que d'accord dans les évolutions encore à avant, même si l'avancée est réelle aujourd'hui. Sur la question l'accompagnement social, un mot pour dire que lorsqu'on met un poste dédié, c'est ce que
Dans le cadre du plan initiative copropriété, nous avons pu faire, en lien avec la métropole, un poste dédié à l'accompagnement des copropriétaires, c'est-à-dire une personne qui s'occupe de copropriété et qui est capable de faire le lien, d'expliquer les documents, etc. Ça change les choses. Mais c'est un temps d'un pic, voilà. Ce qu'il faudrait se dire, c'est comment on structure les choses, mais dans le temps dans lequel nous sommes. C'est pour ça que je disais que le pic a été une avancée par rapport au dispositif antérieur, parce qu'il permet de structurer un accompagnement, il donne les outils et les financements pour le faire, le bureau d'études qui accompagne, qui fait les analyses, les diagnostics, qui donne les documents aux propriétaires, qui a ranimé les conseils syndicaux. Je veux dire, aujourd'hui, on voit des diminutions du taux d'impayés sur les copropriétés, les 13 copropriétés dont je parle. Enfin, dirais-je, mais le pic, c'est 2018. On est sur 6 ans de travail. Et donc, d'où l'enjeu de la temporalité dont je parlais, le temps de tout mettre en œuvre, il faut raccourcir. En tout cas, il faut pouvoir anticiper plus. Dernier point sur l'ANRU. Alors, il y a plusieurs écoles de pensée à l'AMF sur la question de l'ANRU, donc je ne prétendrai pas les porter toutes. Moi, je pense que si l'on va à la transformation de logements sociaux, effectivement, on perd l'enjeu de mixité. Donc, vous aurez compris à quelle école de pensée j'appartiens, en mixité sur le quartier, et qu'effectivement, si le bailleur social sait bien faire le logement social, est-ce que du coup, on considère que on ne fait que du logement social? Moi, je crois plus aux capacités d'accompagnement qu'on met en place et de rachat des appartements pour les remettre dans le champ du privé, ce qui nécessite une intervention forte de la puissance publique. Mais je pense qu'il faut garder cet équilibre entre copropriété privée et logement social. Et en tout cas, moi, je ne serais pas favorable à l'idée c'est pour ça que je dis un jeu pour le coup, parce que je n'ai pas interrogé l'AMF par la position globale, mais connaissant mes collègues, je sais qu'elle est multiple, de se dire qu'on rachète les copros de façon générale, qu'on en fait des logements sociaux. En tout cas, ça ne peut pas être une politique systématique. Il peut y avoir du cas par cas où c'est la bonne solution, évidemment, hein, donc j'en ferai pas une généralité, mais gardons en tête cette mixité-là, parce que comme la question des copropriétés dégradées est souvent prégnante dans deux types d'endroits, dans les cœurs de ville anciens ou dans les territoires en politique de la ville, pour les territoires en politique de la ville, cela voudrait dire que nous repartirions vers des territoires qui n'ont que du logement social, avec les pourcentages que nous avons connus dans le passé, sur plus de 60 ou 70%, et cela entraîne aussi d'autres formes de dysfonctionnement. Donc, voilà. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut plutôt se concentrer sur une copropriété, quelle est la bonne temporalité pour l'accompagner. C'est sur ça qu'on doit travailler. Les outils d'alerte, le moment où on intervient, et vous l'aurez compris au travers de nos interventions multiples, en réalité, nous, on est capable aujourd'hui, les élus locaux, de décrire tout le processus de dégradation d'une copropriété. Et je pense qu'on serait presque capable de dire le bon moment de l'alerte, pour peu qu'on soit dans des travaux pratiques, et dire le bon niveau, le bon moment il faut alerter, les outils les plus pertinents à mettre en œuvre pour éviter que ça soit dégradé. Et quand c'est allé un peu loin, le rachat de certains appartements. Et puis, le lien quand on est en politique de la ville ou même quand on ne l'est pas, puisqu'il y a les différentes agences qui interviennent avec différents dispositifs, le travail sur l'environnement urbain, parce que peuvent s'accompagner d'autres sujets liés aux questions de paupérisation, des questions de sécurité, de cadre de vie, d'urbanisme. Et il faut traiter tout l'ensemble. Et souvent, on a traité le volet habitat en ne traitant pas le volet urbain ou les questions de sécurité publique et de cadre de vie. Et je pense que cette question, et ce qu'on a fait en réalité sur la transformation de l'espace public et de l'habitat lorsqu'il s'agissait de logement social, il faut penser dans cette même fonction, je dirais, cette même intégration, c'est-à-dire volet habitat et volet urbain, doivent aussi être pensés en même temps. Donc, c'est vrai que quand on parle ainsi, j'ai bien conscience que tout ne se fera pas d'un seul coup, mais la réalité, me semble-t-il, si on veut traiter de façon structurante la question des copros, en tout cas celle des années 60, 70, 80, qui sont celles dont on parle, qui se sont dégradées, alors il y a l'enjeu urbain est tout aussi important parce qu'il y a les mêmes dysfonctionnements que l'urbain autour du logement social, en réalité, dans la conception des copros de ces années-là.
Et puis ensuite, pour les copros qui sont en train de se construire, puisque dans les programmes, il y a de l'accession à la propriété, de l'accession sociale à la propriété, de la diversité logement, parfois aussi des programmes, depuis les nouveaux programmes de renouvellement urbain, des copros accolés à des logements sociaux dans des mixités qui ne vivent pas toujours très bien. Alors, il y a un nouvel enjeu maintenant d'accompagnement de nos collectivités locales là-dessus pour tout ce qui se construit aujourd'hui avec toutes les typologies d'accession à la propriété. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Bisson, si Oui, vous avez des pas choses... grand-chose de plus. Je pense que tout a été dit et très bien dit. On a là deux experts, nos experts nationaux. Voilà, je parle, j'ai juré de dire la vérité. En disant que c'est nos deux experts nationaux. Je milite aussi là sur l'approche globale, urbaine, Anna en rue, de manière à ne pas saucissonner des bouts de territoire et en les traitant de manière différente. Bien évidemment, à certains moments, ils peuvent l'être, et la puissance de l'ANRU, dans une vision un peu élargie de périmètre, couplée à celle de l'ANA, je pense, sont des outils quand même extrêmement puissants. Sur l'accompagnement social que vous avez évoqué, là aussi en élargissant, on vit un moment qui est le moment de la transition écologique, donc le moment de la transition sociale et écologique. Et là aussi, je crois qu'il faut, entre guillemets, profiter de moments comme cela où il nous faut réparer pour prendre en compte à la fois la dimension écologique, donc je pense par exemple à des raccordements à des réseaux de chaleur, même si ça coûte un peu, de manière à pouvoir maîtriser dans la durée les prix de sortie de l'énergie et ainsi s'assurer que dans les 10 ans qui viennent, ce que l'on est en train de réparer ne sera pas demain évidemment dans la même situation. Si on parle de rénovation, il y a peut-être aussi l'isolation et de la rénovation thermique à faire. Enfin bref, je crois qu'il faut qu'on cumule ces dispositifs-là. Donc ça, c'est sur la partie écologique. Évidemment, il y a la partie sociale tout autant, même si le coût de l'énergie, évidemment, en fait partie. Mais il y a certainement, là aussi, et je réponds d'une certaine manière à la question de David sur la nécessaire horizontalité peut-être d'un certain nombre de nos politiques publiques. Il y a en matière d'aide, que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle départementale, aux échelles communautaires et communales, des tas d'aides. Et auprès aussi des grands opérateurs que sont la CAF, par exemple, ou ce que fait la sécurité sociale en matière de santé. Et donc, c'est évidemment des sommes absolument colossales, évidemment bien utiles, mais avec chacun dans son couloir, chacun avec ses objectifs. Et je pense qu'il y a besoin, au moins là où il y a les plus grandes difficultés, pour initier les choses et les évaluer, à créer des pactes de solidarité en mettant tout le monde autour de la table. Par exemple, sur des dispositifs comme celui dont on parle, il y a vraisemblablement des difficultés sociales, donc vraisemblablement des difficultés liées à la santé. On ne travaille jamais avec la sécurité sociale, non pas pour que la Sécu vienne abonder je ne sais quel dispositif financier, tout en restant bien évidemment dans ses missions, mais enfin de plus en plus quand même, la sécurité sociale porte des politiques publiques de prévention, qui sont bien souvent des politiques de prévention qui sont aussi portées par les collectivités. Si on avait, à partir du même constat, le même objectif, je crois qu'on démultiplierait, sans demander plus, mais en tous les cas, la force des moyens publics que nous mettons en place. Donc il y a vraiment besoin de mettre autour de la table l'ensemble des partenaires qui concourent aujourd'hui à la dimension sociale et donc à la lutte contre la pauvreté et même l'extrême pauvreté. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je ne sais pas si vous avez, a priori, donc pas d'autres questions. Si vous avez des choses à ajouter. S'il n'a pas, eh bien écoutez, il me reste à vous remercier grandement, en tout cas, pour votre disponibilité, pour vos apports, vos contributions. Vous précisez également que cette commission d'enquête donc se terminera fin juillet. Donc, bien sûr, sera présenté un rapport que nous serons heureux de partager avec vous. Merci encore. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci bien. Au revoir.
Monsieur